Salut, je suis Colombe Chris, présentatrice de l'émission Rêve d'un jeune. Que s'est-il réellement passé avec la petite Alima? Découvrons-le tout de suite. Bonjour mon commandant. Bonjour monsieur. Pouvez-vous vous présenter à ceux-là qui s'intéressent, qui voudraient bien s'intéresser à l'histoire de la petite Alima? Je vous souhaite déjà la bienvenue à Tonga. Je suis l'agent-major Djitchi Raphaël, commandant la brigade gendarmerie de Tonga depuis le 5 août 2019. J'ai été commandant de brigade de Nangaboko de 2014 à 2019. Je viens juste d'être affecté ici. Donc vous confirmez qu'au moment des faits, vous étiez encore... C'est effectivement moi qui ai fait l'enquête sur le petit Alima qui a été sérieusement brûlé par sa grand-mère. D'accord. Pouvez-vous nous faire un petit résumé de la situation pour qu'on puisse mieux comprendre de la part d'une autorité? Parce que le bienfaiteur que je suis a déjà raconté, mais est-ce que le commandant peut aussi apporter sa version pour que les uns et les autres puissent comprendre si le discours du bienfaiteur est cohérent? Bon, pour la petite histoire, le 25 juillet 2019, autour de 8h15, nous avons été saisis par un informateur au quartier Longo, à Nangaboko, sur la présence d'une jeune fille d'environ 6 ans qui a des brûlures suspectes. Immédiatement, nous sommes descendus sur les lieux et nous avons constaté la véracité des faits. Après une brève interrogatoire, la fille nous a relaté qu'elle a été brûlée le 12 juillet en Côte par sa grand-mère. Vu la gravité des faits et vu l'état de la plaie, nous étions obligés d'interpeller la fille et la maman à notre service où nous avons procédé à leur audition immédiate. Nous avons procédé à laisser la grand-mère à la brigade et amener la petite fille à l'hôpital. Au niveau de l'hôpital, ils se sont déclarés incompétents vu la longueur de l'acte. Les faits se sont produits en côté le 12. Ils ont donc fait un billet d'évacuation. Il y a M. Aïe qui s'est déclaré garant d'amener l'enfant à l'hôpital. J'ai vu l'autorité administrative, le sous-préfet avec qui on s'est entendu et c'était comme ça qu'il s'est transporté à l'hôpital gynéco avec l'enfant. Mais vous, quelle a été votre réaction au moment des faits, au vu des blessures et des cris, de scandales que tout le monde lançait? Vous, en tant que parent, comment avez-vous perçu la situation? Parce qu'on sait que derrière le gendarme, il y a quand même un parent, il y a un homme. Ça c'est vrai. Donc, en tant que parent, quelle a été votre réaction? Et puis après, en tant que gendarme, quelle a été... En tant que parent, j'ai d'abord eu un remords. Le remords de voir une jeune fille avec une plaie puante et qui n'est pas soignée. En tant que gendarme, j'ai réagi en interpellant immédiatement la grand-mère dans nos services, lui poser des questions sur comment on est arrivé à ce niveau-là. C'est là où nous avons immédiatement ouvert l'enquête. Et sur les réseaux sociaux, que ce soit ici au pays, que ce soit à l'étranger, plusieurs personnes nous posent la question de savoir quel sort a été réservé à cette grand-mère. Pour l'instant, au vu des enquêtes, l'enquête a été effectuée en 2 phases. La première phase, nous avons effectué l'enquête. Dans les 3 jours qui suivaient, nous l'avons déféré. Monsieur le procureur nous l'a retourné, nous demandant de le mettre en liberté provisoire dans le but de compléter l'enquête. Parce qu'il fallait, la maman de la victime se trouvait à Okola. Il fallait prendre sa déclaration. Il fallait se transporter en Côte-Nord, sur le lieu de commission des faits, pour entendre les voisins, les gens avec qui ils vivent. Et il fallait rassembler toutes ces informations-là avant de la déférer. Ce que nous avons fait, et finalement on l'a déféré, je crois, c'était le 2 août, et elle se trouve actuellement à la prison principale de Nangaboko. Mais nous savons que quand sur le lieu,
quand vous intervenez, il y a quand même beaucoup de difficultés à avoir un seul membre de la famille. Et parce que là, je l'ai relaté, on n'a aucun numéro, aucun contact d'un membre de la famille. La grand-mère, soit elle a oublié, soit elle ne voulait carrément pas. Mais à quel moment est-ce que vous êtes entré en contact avec la famille? Oui, la grand-mère nous a aidés en nous donnant le numéro de la maman de la fille. Enfin. Que nous avons appelé, elle nous a passé le numéro de sa tante qui est infirmière. Et celle-là est venue, nous avons entendu, c'est celle-là qui nous a fait, qui est partie ramener la maman de la petite fille. Donc la tante de la petite fille, qui est la petite sœur de sa maman. Et est-ce qu'on peut savoir, peut-être vous avez une date à laquelle la maman est arrivée, la maman et la tante, la mère de la petite Alima? Entre le 29 et le 29 juillet et le 2 août. Oui, parce que la petite Alima est transportée à Yaoundé le samedi 27. Très bien. 27 juillet. Oui. Donc ça fait qu'il y a eu un décalage parce qu'on avait du mal à retrouver sa famille. Oui, parce qu'il y a des gens qui s'entraînent dans la famille croyant que la petite vivait avec la famille. Non, la fille déjà n'était pas à Nangaboko. Elles habitent Koten. Ils sont venus au dehors à Nangaboko. C'est là où nous sommes saisis de l'affaire et nous avons ouvert l'enquête. Et c'est la maman qui nous donne maintenant le numéro de la tante que nous avons appelée, qui est partie Okola, le parti d'Okola pour Nangaboko. C'est elle qui nous a étayé en nous faisant venir la maman de la fille et autres. Et là, à ce moment-là, de toute façon, quel conseil donnez-vous aux populations? Quelle attitude les gens doivent-ils adopter en de pareilles circonstances? Vous savez, la gendarmerie nationale est là pour aider. L'action de la gendarmerie est sous-tendue sur une abréviation PERA, et qui vous dit prévenir, aider, R, renseigner, A, aider, R, réprimer. Nous avons agencé toutes ces abréviations. Il fallait aider. Il fallait protéger. La répression est venue à la dernière minute, puisque vous avez vu, c'est vers les 2 que nous avons déféré définitivement la maman. Parce qu'il y avait l'action sociale. Il faut d'abord sauver la vie de la première fille. Ce que nous avons d'abord fait en faisant l'évacuer à Yaoundé, en trouvant une âme de bonne volonté, M. Aïe, qui nous a aidé à amener l'enfant à Yaoundé. Nous avons procédé maintenant à la deuxième action qui était la répression. Il fallait réprimer l'auteur des faits, qui est la grand-mère de la fille, son nom même s'appelle aussi Alima Marie-Thérèse. Donc quand les gens, la population est devant ces genres de faits, il faut nous informer, il faut nous appeler. La population doit nous aider. Nous était la population, un informateur qui nous a saisi, cette fille pouvait pourrir, elle devait mourir. Mais voilà, la fille est sauvée aujourd'hui grâce à un coup de fil qu'on nous a appelé. Nous avons pu réagir et sauver la vie de la petite fille. Face à des circonstances comme celle-là, quelles sont les procédures normales qui doivent être adoptées? Ont-elles été respectées? Vous voyez, on était dans un cas de force majeure. Voilà une jeune fille qui a une plaie puante. Il fallait agir vite. S'il fallait attendre, nous sommes un samedi, il fallait attendre lundi pour aller voir le service social, pour qu'on fasse le papier d'évacuation, pour qu'on fasse la prise en charge. Le temps devait passer et la fille, la plaie devait s'aggraver. Donc il fallait trouver une solution prompte. Nous avons eu la chance d'avoir M. Aïe qui s'est porté garant et avait l'autorité administrative, nous lui avons confié l'enfant en l'an suivant. Nous avons utilisé cette stratégie de force majeure pour sauver la fille. Avec un suivi à distance. Un suivi à distance, parce qu'à tout moment, j'appelais, quel moment vous êtes à quel niveau, qu'est-ce qu'il faut, ainsi de suite. S'il y a pour de moyens, nous pouvons débloquer aussi les moyens pour les premiers cas, pour les premières interventions en attendant. Bon,
Est-ce que vous avez un mot à dire, monsieur le commandant? Parce que nous avons également remarqué que sur les réseaux sociaux, il y en a qui se livrent à des soi-disant collectes de fonds et qui se livrent à des programmes d'escroquerie. C'est-à-dire, ils prétendent détenir l'enfant, ils prétendent s'occuper de l'enfant à l'hôpital, alors que ce n'est pas le cas. Et puis, ils collent leur numéro pour qu'on les appelle. Et il y a des gens qui leur font des dons. Qu'est-ce que vous avez à... Je voudrais dire à ces gens-là de se tenir, de se méfier. Il ne doit pas profiter d'un cas pareil pour devenir riche. Il y a un enfant qui a été brûlé, il faut les moyens pour le sauver. La famille est démunie, il faut aider. Il faut passer par les canaux normaux. Il y a l'hôpital, on connaît dans quel hôpital l'enfant se trouve. Il faut l'appeler l'hôpital ou bien le monsieur qui a pris la charge sur lui de s'occuper de l'enfant. Il ne faut pas avoir les cueilleurs de fleurs dans le mal ou bien les pêcheurs dans l'autre trou. Il y a un problème si les gens peuvent aider, qu'ils viennent à l'hôpital aider ou bien qu'ils passent par M. Aïe qui a pris charge depuis Nangaboko jusqu'à l'hôpital Yaoundé. Jusqu'à présent, c'est lui qui est en train de suivre l'enfant. Vous savez, les réseaux sociaux, les gens vont dire n'importe quoi, ils vont raconter. Non, il faut que les gens se méfient. Cela signifie que ceux qui se livrent à des activités d'escroquerie... Ils seront traqués. Si nous les détectons, nous allons les traquer, on va les traduire dans le tribunal. C'est pas normal, c'est l'escroquerie pure. On est en train de vouloir sauver un enfant, il ne doit pas chercher à profiter plutôt là-bas. J'ai dépensé de mon argent à l'hôpital. Et vous avez utilisé votre argent pour voyager. Donc les gens doivent faire des sacrifices. Donc vraiment que ces gens-là se tiennent. Si nous les détectons, ils seront sévèrement sanctionnés. Bon, nous allons mettre un terme à notre interview, monsieur le commandant, et nous allons vous dire merci pour la disponibilité que vous nous avez accordée. Parce que ça n'a pas été facile. Toute cette situation, il a eu des dérapages, on ne veut pas revenir dessus. C'est allé dans tous les sens. Mais heureusement, le fait qu'on soit en contact a beaucoup aidé aussi. Parce qu'il s'est joué il a failli de peu pour que la situation dégénère, pour que ça aille dans tous les sens. Mais là, moi, je pourrais dire que c'est aussi grâce à vous. Parce que moi, je n'ai pas eu l'impression d'avoir affaire à un gendarme. Moi, j'avais plutôt l'impression d'avoir affaire à un grand frère, à un papa qui à tous les coups me donner des conseils sur l'attitude à adopter. Et là, moi, je vous dis merci beaucoup parce que quand les autres voient, il y en a qui croient que moi, je suis beaucoup trop sage ou trop intelligent. Non, il y avait quelqu'un derrière moi qui me guidait, qui me disait, essaie de faire comme ceci et puis comporte-toi comme cela. Et ça m'a été d'une très grande utilité parce que ça m'a permis de bien gérer aussi la situation. Vraiment, nous également, nous vous disons ici, de votre grandeur d'âme, de prendre à cœur la santé d'un enfant que vous ne connaissez pas. Courir ce risque-là jusqu'à Yaoundé, je vous dis vraiment infiniment merci. C'est ça quand on travaille pour l'être humain, il faut courir des risques pour aider. Pour aider. Je vous demande de continuer comme ça. Je vous remercie beaucoup. Et pour la suite, il faut toujours continuer à bien la suivre. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Salut, la séquence 6 de notre documentaire intitulé L'histoire de la petite Alima permet juste de comprendre pourquoi il y a eu un bouleversement dans la manière de faire. Cela est dû simplement au fait que j'ai constaté qu'à ce moment-là, des gens arrivaient sur mon profil Facebook, prenaient des images, des vidéos, et puis se livraient à une activité moralement peu recommandable.
parce qu'ils allaient escroquer. Ces gens prenaient des images et expliquaient qu'ils sont à l'hôpital, ils s'occupent de l'enfant, le bloquaient. Et puis après, c'était des experts en je ne sais pas trop quoi, qui sortaient comme ça de nulle part, qui n'avaient pas de vécu, qui ne nous expliquaient pas où est-ce qu'ils avaient travaillé, où est-ce qu'ils sont situés. Bref, on a vu tout et n'importe quoi. Mais toujours est-il que le commandant, Dutch Raphaël, chargé de l'enquête, m'appelle et me fait savoir que le procureur de Nangaï Boko voudrait m'entendre. Alors là, je prends avec moi l'équipe que j'avais constituée parce que là, on avait déjà réussi à créer la page Facebook, le compte Twitter, Instagram, et puis après, c'était YouTube pour pouvoir poster des vidéos. Et tout ça, c'était dans le souci de gérer la communication maintenant pour que toutes ces personnes sympathiques qui ont soutenu ne soient pas brusquement coupés de l'actualité de l'enfant, qu'on continue de donner des nouvelles, qu'ils voient un peu comment ce que leur action a apporté sur le cas de la petite. Une fois à Nangaï Boko, après avoir rencontré le sous-préfet, le préfet et puis le procureur, je me suis dit que je vais arriver en Koteng avec le réalisateur pour faire des images. Dieu merci, les populations qu'on a trouvées en Koteng ont été sympas parce que ils ont accepté de témoigner à visage découvert. Donc tous ces gens-là, je leur dis merci parce que c'était des adultes et puis ils étaient là avec leurs enfants. Ils ont accepté comme ça nous expliquer un certain nombre de choses. Ce qui m'amène à vous dire que vous allez découvrir des choses atroces, mais le but de ce documentaire, de cette séquence, ce n'est ni de juger, ni de se verser dans l'injure. C'est juste qu'on se demande on se pose des questions et puis on se dit, au vu de tout ça, mon apport à moi, c'est lequel? C'est là qu'elle est entrée avec l'enfant et nous comme nous sommes proches là, on croyait que non, l'enfant pleure comme elle avait tout l'habitude de battre l'enfant. Donc on croyait que comme l'enfant pleurait là, c'était peut-être qu'elle était en train de taper l'enfant. Pourtant c'était pas ça. Elle était en train de brûler l'enfant au feu. On lui disait d'aller avec l'enfant dans sa famille. Elle refusait. Et elle est restée, même les petits soins qu'elle faisait ne faisaient plus. Parce que l'enfant est resté enfant pourrissait même déjà. Quand tu voyais le corps de l'enfant était à le puits. Il paraît qu'une fois, elle a écrasé le piment comme ça, elle a mis dans les yeux de l'enfant. Ce n'est même pas qu'il paraît. Elle a écrasé le piment, elle a fait asseoir l'enfant, elle a mis l'enfant le piment aux yeux. Elle a mis l'enfant le piment aux yeux. Ça fait après 3 jours que nos mamans d'Ambala sont venues savoir la vérité. C'est le grand-père ici qui nous fait savoir ça. Et chaque fois qu'elle faisait ça, le grand-père la défendait toujours l'enfant. Donc quand elle a mis l'enfant au feu, elle a profité quand le grand-père partit verser les ordures de l'autre côté de la maison. C'est là où elle a pris l'enfant, elle a mis l'enfant au feu. Même quand l'enfant veut même jouer avec les autres, elle interdit toujours à l'enfant de jouer avec les autres enfants. L'enfant ne marchait pas. Les femmes qui faisaient, comme ici au village, on fait les groupes des femmes pour souvent dire quand c'est la saison de récolter les arachides. Le jour, si on pas travailler dans ton champ, tel jour on pas travailler dans le champ de l'autre. On dit, les femmes qui faisaient le groupe avec elles disent que même quand il fallait travailler dans son champ, pour que l'enfant décortique même l'arachide pour goûter au champ, elle interdisait à l'enfant de goûter les arachides au champ. L'enfant là ne mangeait pas, c'était le genre d'enfant, elle sait la nourriture un peu, alors que l'enfant doit normalement manger. Même si elle dit même que l'enfant avait mangé le poisson, ça avait raison parce que l'enfant n'était pas bien. À 5 heures, vous êtes bien en route avec l'enfant, vous partez avec l'enfant au champ, on dirait c'est une grande personne. Tu ne prends même pas soin de d'abord faire le déjeuner à l'enfant. Elle est une petite fille timide. Elle ne jouait pas trop. Quand elle veut même jouer seulement avec les petites filles, elle s'assoit, elle prend ses boîtes, elle commence à vouloir préparer. Elle ne dérangeait pas trop. Le chef est venu dire au grand-père de faire en sorte que quand elle va finir de récolter ses arachides, elle doit partir avec l'enfant dans son village. Lui n'a jamais vu le genre de choses là. Je ne supportais même pas rester. Parce que quand elle restait là, moi, ça me faisait beaucoup mal. Je me mettais à sa place, je me disais que c'était peut-être ma petite soeur comme ça là.
il devait être comment? Ça faisait vraiment mal. Non, on se sent vraiment mal. Puisque même quand la petite fille était bien brûlée, qu'elle était bonne, c'est là où au moins sa grand-mère elle profitait de souvent venir mais quand elle était déjà brûlée, même manger, tu ne parviens pas à manger à côté d'elle parce que tu as les nausées. Ça fait mal. Ça fait mal. Le plus sortait des yeux, ça fait vraiment mal. S'il y a le genre de femmes là qui existent au monde, ça veut dire que ça ne vaut pas la peine. C'est qu'elle faisait sa cuisine régulièrement. Et le poisson se trouvait... En réalité, elle dit que le poisson qu'elle avait fumé était dans la cuisine et l'enfant a dû prendre un morceau. Comme c'était salé, elle a mangé. Et elle s'est rendue compte que l'enfant a mangé. Selon ce que j'ai appris, parce que je n'étais pas quand la scène se produisait, l'enfant dit que sa grand-mère lui a dit les yeux qui ont vu, la bouche qui a mangé et les mains qui ont pris. C'est comme ça qu'elle a porté, balancé dans le feu. Et quand l'enfant a commencé à pleurer, ceux qui étaient là ont couru à son secours. Enfin, on courait à son secours. Enfin, je ne peux pas savoir qui était là exactement, mais quand j'arrive, c'est grand-père que j'ai trouvé en pleine larmes. Elle a relaté comment l'enfant a été brûlé. Grand-père, il est qui pour vous? Il est mon grand-père, l'oncle paternel à la maman. Donc ça veut dire que c'était votre tante? Enfin, on peut le dire ici. Votre grand-mère? Une grand-mère parce que je l'appelais grand-mère aussi. Elle était quel genre de femme? Oh, une femme beaucoup trop timide. Elle vivait beaucoup plus en retrait. Elle n'aimait pas trop aborder les gens de la famille. Donc elle avait sa petite vie à elle. Elle ne s'ouvrait pas trop aux gens. Donc j'ai dit au grand-père d'essayer d'informer les parents de l'enfant s'ils les connaissaient. Mais sauf qu'ils ne connaissaient même pas les parents de l'enfant, les réels parents de l'enfant. Parce que la grand-mère disait que c'était soit sa petite fille et son homonyme en même temps. Et c'est tout ce qu'on pouvait connaître, qu'on connaît d'elle. Et votre grand-père, qu'est-ce qu'il est devenu? Mon grand-père, il est triste, il est malheureux parce qu'il ne pouvait pas s'imaginer en ce instant que c'est son ami, sa compagne qui pouvait poser un acte pareil. C'est un accident qui nous est parvenu, on ne s'attendait pas. Et en plus, ça nous a tellement fait mal au cœur. Puisque à l'âge que cet enfant s'est brûlé, parti par sa grand-mère, ça nous a beaucoup touché. Dieu est grand, puisque au jour d'aujourd'hui, cet enfant est suivi à l'hôpital. Dieu est grand, nous remercions le bon Dieu. Et nous souhaitons que cet enfant retrouve sa santé. Et nous remercions tout le monde qui prend la peine pour les soins de cet enfant. Que Dieu seul exauce vraiment, qu'il nous garde nous tous et qu'il garde tous ces gens-là. Vous connaissez bien la femme en question? Je la connais. Elle est avec nous ici depuis presque 1 an et demi. Elle vit avec notre père. C'est là aussi qu'on la connaît, mais on ne connaît pas sa vie, comment elle vivait avant. L'enfant était privé de jouer avec les autres. À moins de coup que cet enfant venait ici, quand elle est rentrée du champ, il faut gronder, il faut taper. Donc l'enfant était crispé. L'enfant était toujours là-bas, assis là-haut à la véranda. Il regardait comment les autres jouaient ici. Posait le pied sur le cou. Je lui ai demandé qu'à cet âge, comment vous pouvez taper un petit enfant comme ça jusqu'à poser que ça c'est comment? Elle ne veut pas, l'enfant a les mauvaises habitudes. Elle parle dans son patois. L'enfant a les sales habitudes. Donc, c'est une femme qu'on ne pouvait pas dire que non, ce que tu fais là, c'est pas bien. Vu que quand elle a même fait le geste qu'elle a fait là, tout le monde s'est acharné sur elle. On lui a dit non. Je suis allée là-bas, j'ai trouvé l'enfant en train de pleurer, étant déjà brûlé. Dis que ça s'est passé comment? Elle me dit que elle voulait lutter avec moi. Dis que comment une petite fille de cet âge peut lutter avec? Donc c'est toi qui l'as jeté et balancé au feu. Elle est quittée, elle est descendue chez mes voisines là-bas en bas, chez mes soeurs. Je lui ai dit que non, prépare-toi, tu amènes l'enfant là à l'hôpital. Elle dit qu'elle ne part pas. Comment? Tu ne pars pas pourquoi?
vraiment, c'est une femme où vraiment elle a tous ses sens, ou elle n'a pas tous ses sens. Moi, je ne connais pas. Ce n'est pas une grand-mère. Le message que je peux passer est que vraiment, nous, parents, grand-mères, nous ne devons pas agir ainsi. Même si c'est quel problème que vous avez avec les petits-enfants comme ceux-ci, plutôt il faut conseiller l'enfant. Même si l'enfant, comme elle dit que l'enfant volait, plutôt conseiller l'enfant. Chercher à savoir pourquoi l'enfant vole. Elle est partie avec elle à l'hôpital le même jour. Elle a fait une nuit avec elle à l'hôpital. Elle est rentrée. Et l'enfant a commencé à pourrir. L'enfant a commencé à pourrir. On me demande de l'amener à l'hôpital. J'étais obligée d'appeler notre chef de groupement pour lui dire que là où tu es là-bas, on a une situation. Et si je l'ai expliqué au téléphone, le chef de groupement est descendu. Il lui a dit de prendre l'enfant, de l'amener à l'hôpital. La femme ne voulait pas. Elle ne voulait pas. On doit se poser des questions juste dans cette séquence. Combien d'enfants souffrent encore dans le monde ou ici chez nous au Cameroun? Combien d'enfants souffrent de maltraitance, parfois par leurs propres parents? D'autres vous disent carrément c'est mon enfant, j'en fais ce que je veux maintenant. En infligeant un certain type de souffrance à ton enfant, tu peux te retrouver en prison, beaucoup ne le savent pas. C'est pour ça qu'ici, cette séquence, elle est faite pour nous ouvrir les yeux. À nous qui faisons souffrir les enfants, à nous qui assistons, à nous qui regardons sans rien faire. Nous sommes complices. Donc, cette séquence, elle est là pour qu'on se remette en question, pour qu'on se dise combien de temps on va rester là sans réagir face à de tels actes. On a vu la petite Alima, on a tous crié au scandale. Combien de personnes ont vu la petite Alima subir tout ça sans rien faire? Combien de personnes ont vu la petite Alima brûler, passer et repasser sans rien faire? Posons-nous des bonnes questions, posons des vrais actes et mettons simplement un terme aux souffrances des enfants. C'est notre avenir. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Merci beaucoup. La séquence 7 de notre documentaire, l'histoire de la petite Alima, nous envoie à Okola, le lieu de résidence de la maman de Alima. Alors, après ma rencontre avec le procureur de Nangai Boko, j'effectue la descente au lieu du drame en Koteng. Et là, je recueille un certain nombre d'informations. Je me dis que on va faire un documentaire, c'est pour ça que je me déplace avec le réalisateur. Donc, je pose encore quand même certaines questions et je me rends compte que les réponses, je les aurai seulement si j'effectue le déplacement pour Okola. Le tout premier élément, c'est la famille qui me propose de prendre la petite. Au tout premier contact, quand il vient me trouver à l'hôpital gynéco, il me demande de prendre la petite Alima avec moi et de continuer de veiller sur elle. Sauf que là, je n'ai pas encore tous les détails. Je ne sais pas encore, je ne connais pas encore la famille. Je ne sais pas encore si toutes les informations que j'ai là sont vraies. On m'a signalé que le papa est décédé en décembre. Est-ce que c'est vrai? Je n'en sais encore rien. On m'a dit que la maman était folle. La famille m'a signalé qu'elle n'était pas à 100% de ses facultés mentales. J'ai quand même pu relever des petites choses dans ce sens. Donc, et puis, sur les réseaux sociaux, dans la rue, à Nangai Boko, tout le monde se demande pourquoi la famille a tardé à réagir. Ça a été la question fondamentale. Où était la maman quand tout cela s'est passé? Pourquoi la maman a tellement mis du temps? Pourquoi le reste de la famille a tellement mis du temps? Toutes ces réponses-là
font en sorte que, en tout cas, tous ces détails, c'est tous ces détails qui me motivent à aller à Okola. Bon, je vais relever aussi que je vais à Okola et puis j'hésite. Je suis en train de prendre des éléments pour faire mon documentaire, mais la famille, je ne me vois pas encore en train de diffuser, de présenter la famille, parce qu'il y avait une telle agressivité envers la famille que j'étais très réticent. Bon, mais maintenant, après l'échange avec la famille, ils ont tellement dit des choses que moi, je me suis dit, non, moi, je ne peux pas me permettre de rapporter ce que la famille a dit. Alors, j'ai demandé aux membres de la famille s'ils sont d'accord que je diffuse leur témoignage. Ils ont accepté de témoigner à visage découvert et d'apporter un certain nombre d'éclaircissements pour qu'ils ne soient plus traités de la manière avec laquelle les gens les traitaient. L'environnement dans lequel la petite vivait. Les motivations, qu'est-ce qui a bien pu motiver la maman à prendre sa fille et à la confier comme ça à quelqu'un d'autre. Donc c'est tous ces éléments-là qui me perdaient un peu dans la situation. Et il fallait bien que je me rende donc à Okola avec mon équipe, le réalisateur, pour pouvoir vérifier toutes les informations et prendre la décision, celle de garder la petite Halima avec moi ou pas. Quand je rentre d'Okola, je suis tellement perturbé parce que je me rends compte d'une chose. Tout ce qui est arrivé, je ne vais pas accuser quelqu'un, je ne vais pas chercher les boucs émissaires ailleurs, mais je dis juste que la misère est pour beaucoup dans ce qui s'est passé. Vous allez découvrir la case dans laquelle vit la maman d'Halima. Vous allez voir les conditions de vie. Et puis, pour moi, la misère a été pour beaucoup. Et je crois que dans plusieurs familles, on vit des drames à cause de la misère. Ce n'est pas une excuse. Je ne suis pas en train de chercher une excuse, mais je dis juste que la misère est pour beaucoup. C'est juste que par moment, quand on a des conséquences comme celle-là, on essaye de continuer de se poser des questions et de se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on n'assiste plus à des drames comme celui qu'a connu la petite Halima. Là, c'est la grande sœur d'Halima qui est décédée. Elle était souffrante, elle était malade. Il y avait eu un accident. Elle était malade. Elle souffrait de quoi? Donc, elle disait juste qu'elle a mal au ventre, ça s'est aggravé et elle est décédée comme ça. Elle était allée à l'hôpital. Il n'y avait toujours pas les moyens pour l'amener à l'hôpital. La maladie a fait combien de temps à peu près? À peu près. Donc pratiquement 5 jours elle ne mangeait pas et puis elle est décédée. Le papa d'Halima, le père d'Halima, c'est lui qu'on a enterré là. Et il est décédé quand? Le 25 décembre. Dans la nuit du 25 au 26. 2018. Bon, on a déjà la petite famille de Halima réunie, même si tous les membres ne sont pas là, mais les membres clés sont là. Nous avons sa maman. Comment s'appelle la maman d'Halima? Mbala Véronique. La maman d'Halima. Mbala Véronique. Et puis on a... Le chef de famille maternelle, Ondavo Burcha. C'est l'oncle de la maman, l'oncle de la mère d'Halima. Oui. Donc, il devient le grand-père. Oui. Ça alors. C'est lui qui est entré rapidement en contact avec moi Donc, au moment où il a reçu la nouvelle, immédiatement, il est entré en contact avec moi, mais c'était des jours après, malheureusement, qu'il a été tenu informé. Donc, on peut dire qu'il a suffisamment joué son rôle de chef de famille, parce que c'est lui qui est
venu vers nous à l'hôpital gynéco, le premier membre que je rencontre, c'est bien lui. Celle qui veut la petite Alima, c'est votre petite soeur ou votre grande soeur? C'est ma petite soeur, c'est elle qui me suit. Et la maman d'Alima, la mère de la maman d'Alima, c'est ma soeur aînée. Oui. Ah, c'est la soeur aînée qui est vraiment la grand-mère, on peut dire. Oui, c'est la soeur aînée qui est la grand-mère. Et elle habite, elle est de quel côté? Elle est avec moi au village. Elle est la voisine. Ah, la voisine du quartier. Moi, je suis le représentant de la famille paternelle. d'Alima. Et vous, votre nom? Elundu Laurent Justin. Elundu Laurent. Donc, et elle est ma petite soeur. Ah, la petite soeur. Je peux dire que tout le monde, pas que je peux dire, je dis que tout le monde a été très surpris. Déjà nous ici, la famille paternelle, on ne connaissait pas là où la petite Alima vivait. On ne connaissait pas. Après le décès de son père, son oncle avait demandé que les enfants restent ici. Bon, on ne sait pas comment elle les a dispatchés. Nous, on ne connaissait pas. Mais quand elle nous dit, on demande donc où est l'enfant. Hein, l'enfant accidenté, c'est la presse, les caméras info là. C'est là où nous on voit ça. Est-ce que vous l'avez déjà vu poser des actes de violence comme ça? Non, moi je suis surpris. Je suis surpris que c'est elle qui a posé cet acte. Nous tous, nous sommes surpris même dans la famille. Puisqu'elle a élevé même beaucoup d'enfants. C'est quand j'arrive à l'hôpital que j'ai vu que l'enfant, la main était totalement calcinée, la tête brûlée, le crâne. Je ne savais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais dans l'enfance, elle n'a jamais fait ça. Même je ne sais pas si c'est parce qu'elle attire déjà la vieillesse ou bien c'est un esprit qui est entré dans son corps. Je ne sais pas. Personne ne comprend. On est perdu. Si elle savait que sa tante était brutale, elle n'allait pas lui confier son enfant. Voilà. Elle n'allait pas lui confier son enfant. Si elle savait qu'elle est brutale, nous, tout le monde, comme il te dit là, sa petite soeur, même mère, même père, il est surpris. Nous autres aussi, nous sommes surpris. Tout comme la maman de l'enfant est aussi surprise qu'on te confie un enfant. Est-ce qu'on confie un enfant à quelqu'un qui va aller le brutaliser? On ne peut pas. Ce que vous avez déjà fait là, c'est que vous êtes même plus que nous dans la famille. Vous êtes déjà plus que nous dans la famille. Nous, on n'était pas au courant de l'accident qui s'est produit. C'est après 2 semaines, peut-être, et quelques jours. C'est grâce même à ce bienfaiteur qui a ramené l'enfant. Sinon, l'enfant mourrait en Nanga. On ne devait même pas savoir parce que l'enfant est venu tant déjà presque infecté. Donc, on nous expliquait qu'elle vit ici seule. Elle vit là-dedans seule. Oui. Les autres enfants ne pouvaient pas rester là parce qu'elle-même n'a pas les moyens. De les entretenir. Et là où ils sont, ils vont à l'école, les autres enfants? Ils ne sont pas à l'école. Elle a combien d'enfants? C'est combien? 6. Et c'est l'autre qui était décédé qui faisait le 7e. Alima, c'est la 40e. Alima, je crois la 5e. La 5e. Alima, c'est la 5e. Oui, parce qu'il y a encore un avant celui-ci. Ah. C'est combien de filles et combien de garçons? Il avait 2 filles. Il avait 2 filles. Une est décédée. Ah, une est décédée. Alima reste la seule fille. Alima reste. Donc ça veut dire que là c'est aussi un petit garçon. C'est un garçon. Donc Alima reste la seule fille. La seule fille. Oh. Après avoir regardé cette séquence, quoi qu'il se soit passé, peu importe les causes qu'on a pu relever, qu'est-ce qui peut bien pousser un adulte à pratiquer
une violence aussi disproportionnée envers un enfant. Je ne suis pas en train de parler de la grand-mère uniquement. Mon discours maintenant, il s'adresse à tous. Comment un enfant peut subir des actes de violence dans une communauté et personne ne dit rien? Je parle du cas d'Alima, qui a passé des semaines à subir et personne ne dénonçait. C'est ça notre combat maintenant, de dire aux gens, nous devons tout faire pour mettre un terme aux violences faites aux enfants. Tous les jours on entend parler dans les médias, tous les jours ça continue de... Les enfants continuent de souffrir de violence, des cas de violence. Nous sommes les oncles, nous sommes les tantes, nous sommes les papas, nous sommes les frères. À plusieurs reprises, on couvre. À plusieurs reprises, les enfants subissent des violences extrêmes. Au nom de quoi on peut les couvrir? Combien d'adultes m'ont déjà approché sur le cas de la petite Alima et qui m'expliquent ce qu'ils ont vécu. D'autres m'ont montré les séquelles de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont subi, parfois par leurs propres parents, parfois par des proches. Mais au nom de préserver la paix dans la famille, on a préféré couvrir, parfois par des inconnus. Mais toujours est-il que il y a des gens qui étaient au courant de cela, mais qui n'ont pas dénoncé. Mon action maintenant, je ne peux pas être au chevet de plusieurs enfants à la fois. Mais ce documentaire et la bande dessinée qui arrive, c'est pour agir à distance. Si ce documentaire peut faire en sorte que les masques tombent, je ne sais pas trop à quel endroit, c'est tant mieux. Si ce documentaire peut faire en sorte qu'au moins un enfant soit sauvé de la situation, de la triste situation qu'il vit, c'est déjà quelque chose. Donc, pour moi, j'invite tout le monde à agir. J'invite tout le monde à dire stop aux violences faites aux enfants. Nous ne voulons plus avoir des enfants comme la petite Alima qui est née avec ses 2 bras et qui aujourd'hui va garder un bras amputé à vie parce que les gens se sont tus, parce que les gens n'ont pas dénoncé, parce qu'il y a une adulte, une personne adulte qui a trouvé juste d'agir aussi violemment sur une gamine de 6 ans.